Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est Éric Bourguignon. Bonjour. Bonjour David. Directeur général de Swiss Life Asset Management. On va parler de plein de choses, les banques centrales, l'économie française, le MEDEF. Il y a plein d'histoires à raconter. Un mot sur la France. La France, l'économie française qui croît depuis 3 trimestres à 0,5%. On se dit que ça va mieux et en même temps, on se dit que c'est encore fragile parce que quand on voit les chiffres du chômage du mois de juillet qui ont été calamiteux, alors d'un côté, on a les créations de postes dans le privé qui n'ont jamais été aussi élevés, mais plus de chômeurs. Ça vous inspire quoi avec un euro qui remonte? On est où là? Non mais indéniablement, l'économie française va plus vite, accélère. Les derniers chiffres sont très bons. On a 1,7% de croissance sur un an contre 1,2% au premier trimestre, avec ce qui est très satisfaisant. Alors certes, un investissement qui ralentit un petit peu, mais une consommation qui reste vigoureuse. Et puis surtout, phénomène très important, c'est que les échanges extérieurs commencent à avoir une contribution positive à la croissance française. Donc c'est C'est pas lié à l'aéronautique, aux avions. Alors, Vous avez raison. Quand on vend plus d'avions, automatiquement, ouais, génial, le commerce extérieur français. Voilà, puis quand on n'en vend pas, oh là là, c'est terrible. Il y a un caractère exceptionnel à l'événement. En même temps, les variations de stock ont été très négatives. Donc il faut aussi relativiser cela. Mais la tendance est bonne. La confiance est bonne des consommateurs, des entreprises. C'est intéressant, la confiance des patrons, le moral des industriels. Il y a aussi un décalage entre la confiance, le moral des industriels et la production manufacturière en France, la production industrielle, qui est pas... Non, il y a un décalage. On est au plus haut sur le moral. Et la production, enfin, vous connaissez mieux les chiffres que moi, c'est pas extraordinaire. Hein. Oui, mais la confiance aussi présage de l'avenir, c'est-à-dire que c'est un indicateur avancé. Quand les patrons sont confiants, ils investissent. Quand ils investissent, ça génère de la croissance, des créations d'emplois. Donc c'est quand même un très bon indicateur. La production manufacturière, on l'a vu également, a progressé sensiblement. Et puis les derniers chiffres de consommation de juillet sont très bons. Donc il y a quand même une dynamique positive. Alors une fois qu'on a dit ça... Mais fragile. Mais fragile. Du fait de l'euro, pas que... Alors, non, pas uniquement pour ça, et pour des raisons, à mon avis, beaucoup plus profondes que cela. La première raison, et c'est bien connu, c'est que la France souffre d'un déficit de compétitivité majeur. Nos coûts salariaux sont trop élevés, la formation n'est pas au niveau, etc. etc. Les robots dans les usines manquent cruellement, donc on n'est pas compétitif. De ce fait, on traîne un déficit commercial chronique, année après année, et on qui aurait est quand pu même cette très discussion il y a inquiétant. 2 ans, on aurait dit la même chose. Hein. Exactement. Et on l'a pas. Même il y a 5 ans d'ailleurs. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne l'a pas corrigé. Donc là, il y a une reprise cyclique, qui est très satisfaisante, comme on vient de le dire, mais les problèmes de fond demeurent. Satisfaisant, 1,7%, si on doit se satisfaire de 1,7%. Mais la nouvelle norme, c'est peut-être ça. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on maintenant se satisfait quand on a un 7%. La norme pour la France, c'est 1%. Hein. Voilà, c'est ça la vérité. Hein. La croissance potentielle française, c'est autour de 1%, voire même peut-être un peu en dessous. C'est dur de calculer, il faut expliquer pour ceux qui nous regardent. La croissance potentielle française, c'est dur à estimer. Alors, c'est qu'il y a des calculs très techniques. C'est la croissance de la population qui est en âge de travailler avec les gains de productivité. C'est la croissance qui serait... On a perdu tout le monde. Hein. En 20 secondes, hein, la croissance potentielle d'un pays, c'est la croissance que le pays atteindrait s'il y avait plein d'emplois à la fois dans les usines, des machines et des travailleurs. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on est au-dessus de cette croissance à 1,5. Parce qu'il y a du rattrapage, par rapport au début des années Hollande, on était à un 0 plus en croissance. Donc il y a un problème structurel qui est ce problème de compétitivité. Puis un deuxième problème, c'est qu'on traîne un boulet de dette terrible, 2200 milliards de dettes en France. Ouais, mais on la finance très bien, à 10 ans. On la finance parce que les taux sont où ils sont. Voilà. Et c'est un des grands problèmes, c'est que se passera-t-il si les taux devaient remonter, je pense. Et si on était le Japon, les taux ne remonteront pas. On restera 10 ans comme ça, Guetto bas. Et c'est ce qui nous pend au nez, disent certains. Je ne crois pas à l'éternité en économie, si vous voulez. Non, l'éternité à 10 ans. Exactement. À 10 ans, oui, ça tiendra si les banques centrales, je crois que c'est un sujet que vous voulez aborder, si les banques centrales elles-mêmes restent dans leur action actuelle extrêmement agressive. Il y a toujours ce débat en France, savoir à quel moment est-ce qu'il faut réformer, quand on est au pied du mur, parce que quand on n'a pas le choix, et en même temps la France n'a jamais été au pied du mur, ou alors justement quand la croissance revient. Et là, pour le coup, on a peur de casser une reprise naissante. Ça fait 1,7%, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, depuis 2011. 2011, c'est ça. Il a raison, et là je parle d'Emmanuel Macron, non pas de la BCE, il a raison Emmanuel Macron de vouloir transformer, la transformation, on a compris que c'était le mot-clé de cette semaine, parce que la croissance revient, ça peut booster. Il y a un débat entre économistes, certains disent que les réformes structurelles, comme on dit, ça coûte à court terme et ça rapporte à moyen terme. Est-ce qu'il a raison de vouloir, dans une phase favorable, vouloir réformer la France avec moderniser, transformer Je pense que de ce point de vue-là, il a raison. Un pays comme la France a besoin de se réformer. Il y a un débat là-dessus, vous n'êtes pas le seul sur cette position. Il y a des gens qui vous disent que justement, c'est dommage de casser la croissance alors que l'euro, malgré tout, nous a dit hier un expert,
du fait de la hausse de l'euro, ça va ponctionner la croissance française sur 2 ans de 0,5 points par an. Donc si déjà on a une perte de croissance avec l'euro, il faut réduire les déficits et en même temps il y a des réformes structurelles, on peut passer à 1% de croissance. Non, mais vous y croyez pas, vous? Non, je crois que la science économique est le fruit de l'expérience. Voilà, contrairement aux sciences physiques, on ne peut pas faire des simulations à vide, j'ai envie de dire. Malheureusement, et l'histoire nous montre ouais. que les pays qui ont réformé, bah, ça marche. Au pied du mur. Au pied de mur ou pas. Canada, prenez l'Allemagne, il n'y a plus de chômage en Allemagne. Oui, mais ils l'ont fait après. Prenez le Royaume-Uni, prenez je suis d'accord, mais même l'Espagne. Au pied du mur. Au pied du Vous mur. ne prenez que des pays qui ont fait ça, qui allaient mal. Ça marche. Et c'est vrai que c'est souvent douloureux parce qu'on apprend des mauvaises habitudes, on s'endette trop, voilà, on consomme au-delà de nos revenus. Et une fois qu'on a passé ce cap, l'histoire montre que ça marche. Donc oui, il a raison, je pense, de tenir sur ce sujet des réformes qui sont forcément impopulaires. Bon, même Pierre Gattaz, c'est l'université d'été du MEDEF, encore aujourd'hui, il concède que la France va mieux. Il rappelle quand même, il a raison, c'est dans le Figaro d'hier, des indicateurs qui montrent que comme la France va mieux, mais indicateur un peu inquiétant, le PIB par habitant, c'est vrai quand on se compare, c'est hallucinant ce chiffre, le PIB, la croissance tout ce qui est des richesses produites en France par habitant, quand on se compare année après année, on était à 106% de la moyenne de l'OCDE en 2000, on est à 98% aujourd'hui. On voit le décrochage, il est là. Il est la démographie aussi, vous me direz. Mais Non, mais je partage cet avis. Effectivement, la France n'a pas une économie dirigée vers la création de richesses. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner qu'on s'appauvrit relativement par rapport aux personnes, aux, il y a vraiment, pays. Vous y croyez, vous? Pour vous, la France, elle décroche par rapport à ses voisins? Mais elle depuis décroche. 5 ans, depuis 5 oui, ans. mais bien sûr, ça se voit dans tous les indicateurs. En matière de compétitivité, je parlais de la compétitivité. L'Espagne nous rattrape en matière de compétitivité. Voilà, ça c'est quand même assez inquiétant, d'autant plus que c'est un pays qui est à peu près sur les mêmes segments industriels que nous. Vous y croyez, ça, c'est vrai? C'est Patrick Artus qui répète ça tout le temps à EU et à Dia. Il nous dit, voilà, on produit la même chose que l'Espagne, 2 fois plus cher. Le but n'est pas d'invalider ou pas les idées d'Artus, mais sur ce sujet, il a parfaitement raison. Bon, un mot des devises. Vous avez vu ce qui se passe sur l'euro-dollar. Essentiellement, l'euro qui monte, le dollar baisse évidemment parce que ça va ensemble, mais l'euro face à toutes les devises autres que le dollar monte moins que par rapport au dollar. Donc, est-ce qu'il y a un sujet sur le dollar pour vous, parce que le mouvement il est rapide, on va en parler juste après, mais le mouvement il est rapide sur l'euro-dollar, 14% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce qu'au-delà de l'aspect zone euro, sur le dollar, il y a un risque que la défiance soit plus forte parce qu'il y a une déception de Trump, parce que la Fed, manifestement, on en parlera après aussi, la Fed elle nous parle de hausse de taux sur la fin de l'année. Je crois que vous-même, vous n'y croyez pas d'ailleurs. Je ne pense pas que c'est ce que je pense. Ah bon, c'est pas ça que vous pensez? Voilà. Vous pensez qu'elle va augmenter ses taux? Moi, je pense qu'elle va encore le faire. Bon, on en parle après, donc juste sur le dollar alors. Oui, vous savez, une monnaie, ça agit en fonction de 2 grands types de flux, des flux commerciaux et puis des flux financiers. Contrairement à l'Europe, les États-Unis ont un déficit commercial colossal. Depuis toujours. Depuis de très nombreuses années, effectivement. C'est quoi, c'est 4-5 points de PIB non, quand même pas. Non, 3, c'est 3. 2% de déficit courant, pour être précis. Voilà. Déficit courant. Donc courant, il faut expliquer, de courant, ça inclut... c'est la balance des biens, mais également des services qu'on fait avec les autres pays. Donc 2%, c'est quand même beaucoup, surtout que ça dure, comme vous le disiez. Donc une monnaie, dans ce cas-là, ne peut monter que s'il y a des flux financiers qui font plus que compenser les sorties de capitaux liées au déficit commercial, disons. Voilà. Quand la défiance s'installe dans un pays, et donc notamment aux États-Unis, qui a déjà un déficit commercial, évidemment, il y a des sorties de capitaux qui se cumulent avec les sorties liées à l'activité commerciale. Évidemment, il y a un effet amplification sur la monnaie. Donc aujourd'hui, compte tenu de tous les problèmes que connaissent les États-Unis sur le plan interne, politique et extérieur, effectivement, il y a plus une certaine méfiance des investisseurs internationaux qui fait qu'il y a sans doute moins d'entrées ou peut-être même des sorties de capitaux des États-Unis vers le reste du monde. Et de ce fait-là, ça provoque une chute assez violente du dollar. Le gros du mouvement est fait, selon vous, une fois qu'on a expliqué dans le rétroviseur pourquoi c'est arrivé? Je pense qu'il est fait. Je pense qu'il est fait. Encore une fois, le gros de la baisse du dollar est derrière nous? Probablement. Alors, on ne sait jamais jusqu'où peut aller une inquiétude, une spéculation sur une monnaie. Mais objectivement, maintenant, le niveau du dollar par rapport à l'euro n'est plus convenable par rapport aux fondamentaux respectifs de la zone euro et des États-Unis. On devrait être où sur la parité euro-dollar? On est à 1,20 aujourd'hui. Autour de 1,10, ça me semble un point d'équilibre qui serait raisonnable et qui serait pour les 2 zones acceptable. Certes, mais en même temps, on sait que les marchés ont tendance à exagérer, c'est le principe des marchés. Et si on allait un peu plus loin vers les 1,25 en parité euro-dollar, ça devient problématique pour la France, pour la zone euro, pour les comptes des multinationales. Alors, ça devient problématique si ça dure. Et donc sur la bourse. Ça devient problématique si ça dure. Normalement, tous ces grands groupes couvrent leur risque de change sur un certain horizon quand ils font des transactions internationales. Donc si ça dure, là, ça deviendrait problématique, effectivement, pour les entreprises, pour leurs bénéfices notamment.
Bon, le market mover, c'est le terme à la mode de cette rentrée, évidemment, ce sont les banques centrales. Ça va bouger, il y a beaucoup d'interrogations. On commence par la Fed, même si c'est la BCE pour le coup qui va... Allez, la BCE, on pense que la BCE, elle se réunit le 7 septembre, c'est ça. On a compris que Mario Draghi et le Conseil des gouverneurs songent à mettre fin à son QE. On a compris que ce serait, a priori, l'extinction du QE, c'est pour 2018, mais le plan est flou. En tout cas, pour nous, on n'est pas dans la tête de Mario Draghi, pour nous, c'est flou. On sait juste qu'en 2018, ça devrait s'éteindre, c'est ça aujourd'hui? C'est le consensus actuel, oui. Et c'est votre opinion? Oui, c'est mon opinion. Le problème, c'est qu'une banque centrale, normalement, resserre sa politique monétaire, autrement dit, resserre un petit peu les boulons, quand l'inflation augmente, accélère. Sauf qu'avec la hausse de l'euro, à la fois... Alors déjà, elle n'accélère pas, et en plus, avec la hausse de l'euro, comme vous le dites, l'inflation importée diminue, et ce qui rejaillit sur les prix de la consommation. Donc rien ne pousse la BCE à aller vite de ce point de vue-là, donc, du point de vue des fondamentaux. Rien ne pousse. Si je pense que les taux actuels de la BCE, les achats qu'elle a pratiqués dans le marché... du point de vue macroéconomique. Voilà, d'un point de vue inflation, exactement. C'est son mandat, pardon. Voilà, exactement. Sauf qu'elle a mené une politique extrêmement agressive en mettant les taux à des niveaux ridiculement bas, voire négatifs, ce qui est comme une aberration intellectuelle. 5 ans après la Fed. 5 ans après la Fed. Enfin, la Fed n'avait pas mis les taux négatifs. C'est une inflation européenne. Donc, elle a été très loin. Donc, ces taux sont aberrants. Et elle le sait mieux que personne. Donc il faut qu'elle normalise le niveau des taux d'intérêt, qui étaient des taux de combat dans une période de crise. On évoquait 2011 tout à l'heure. Aujourd'hui, cette période est terminée. La croissance est correcte en zone euro. Taux de chômage, on est pas en zone euro, on est à 9, non? On est à peu près à 9. Voilà. Alors, c'est pas brillant comme aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup moins que le point haut qui était au-dessus de 10. Donc voilà, la croissance est correcte, l'emploi s'améliore, etc. Donc les taux n'ont aucune cohérence par rapport aux fondamentaux économiques. Donc il faut les relever, parce que si on ne relève pas les taux, si on pompe pas... Oui, mais si on remonte les taux, qu'il n'y a pas d'inflation... Si on ne pompe pas les liquidités, on crée des bulles financières. Parce que quand les taux sont aussi bas, évidemment, les investisseurs cherchent des placements de plus en plus risqués pour améliorer l'ordinaire, j'ai envie de dire. Ce que je veux dire. Et puis, toute la monnaie que l'on crée se diffuse notamment, voire surtout, sur les marchés financiers. Ça, on a compris. Donc, tout ça sur l'obligataire, tout ça est extrêmement malsain. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'inflation remonte pour justifier une action de resserrement des politiques monétaires. Ça, je pense que c'est absolument fondamental, parce qu'on est en train de préparer la crise de demain. C'est ça le problème. Oui, sauf qu'avec une inflation qui, encore une fois, qui est sous contrôle, augmenter les taux, ça fait dérailler l'économie. Enfin, c'est ce qu'on apprend dans les manuels. D'ailleurs, on pourrait beaucoup parler de l'objectif de 2%. Pourquoi 2% d'inflation? Ça veut dire qu'en 10 ans, on spolie quand même les épargnants de 22%, si vous capitalisez les 2%. Il faut capitaliser. Donc, pour une banque qui a pour mission de stabiliser les prix, faire perdre 22% en 10 ans aux investisseurs, je trouve que cet objectif mérite pour le moins d'être discuté. Bon, donc elle a son plan en tête, la BCE, et donc elle va communiquer a priori en septembre. C'est quoi pour vous? Alors, elle avait effectivement, elle avait ce projet, enfin qu'elle avait laissé fuiter dans les marchés en septembre, de commencer éventuellement à parler de la réduction de son bilan. Mais il est clair que la montée de la réduction du QE. Donc la réduction a dit autrement. On est encore à combien? À 40, 60 milliards d'euros par mois? J'ai plus les chiffres. 60 milliards. 60 milliards. Donc quoi? 60 milliards jusqu'à décembre. Et après, à partir de janvier, on va passer quoi? À 40 pendant quelques mois, puis à 30, puis à 20, puis à 10 tous les mois. Ça sera la surprise du chef, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, tous les mois, ajoute 60 milliards de titres à son actif et crée 60 milliards de monnaie. Elle va en sortir en 2018, c'est elle crée 60 milliards de monnaie. Voilà. Donc il y a les deux effets. Donc effectivement, le projet qu'on prête à la Banque Centrale, ça serait de réduire le montant mensuel de ses achats jusqu'à ce qu'ils deviennent nuls. Et puis ultérieurement, éventuellement, de réduire la taille de son bilan qui devient d'augmenter les taux. Et d'augmenter les taux. Mais éventuellement, là, ce n'est pas du tout un projet immédiat. Mais ce n'est pas en 2019, ça, les hausses de taux de la BCE? Certainement pas. À moins que l'inflation dérape pour une raison qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui. Et qu'on ne voit pas aujourd'hui. Un mot de la Fed aussi, parce que la Fed, ça sera pour le coup septembre 22, 23, 27. C'est le 22, je crois. 22, c'est ça. Bon, la Fed, elle, manifestement, elle veut poursuivre sa hausse de taux. En même temps, elle a dit qu'elle voulait aussi en parallèle réduire son bilan. Alors, c'est un peu technique, mais les tombées obligataires ne seraient plus réinvesties. Donc, le bilan qui est de 4 500 milliards diminuerait, mais assez lentement. Il ne faut pas non plus s'angoisser pour ça. Le marché ne semble pas y croire. Et sur cette future hausse de taux, prochaine hausse de taux cette année, en 2017, vous y croyez toujours? Alors moi j'y crois. J'ai compris ce que vous vouliez dire, ce que vous aviez en tête en tout cas. Moi j'y crois. Effectivement, elle est assez embêtée la Fed, parce que effectivement l'inflation aux États-Unis également, durant l'été, a ralenti.
comme l'inflation est le prétexte souvent utilisé par une banque centrale pour remonter ses taux d'intérêt ou pour réduire son bilan, elle est gênée aux entournures. Elle est gênée aux entournures. Et Sauf que son pari, et c'est là je dis que je partage ce scénario, c'est que son pari, compte tenu du marché du travail américain qui est extrêmement florissant, contrairement au marché européen, le chômage a disparu, il y a plein de secteurs de l'économie où on ne trouve plus de... Quand on réintègre dans le marché du... Oui, Hein, relativiser. Comment ça s'appelle ça, ceux qui en gros qui sont à temps partiel subis, on n'est pas à 4%, on est à 7-8, il faut quand même aussi... Enfin, il faut voir d'où on vient aussi. Hein. Il y avait plus de 10% de chômage, on est à 4,2, 4,3. Donc c'est indéniable qu'il y a une amélioration substantielle du marché du travail américain et qu'il y a des pénuries d'emplois dans certains secteurs. Ça, c'est indéniable. Donc le pari de la Fed, c'est de dire, si le marché du travail continue de se tendre, les salaires qui aujourd'hui restent sages aux États-Unis vont déraper. S'ils dérapent, il va y avoir de l'inflation. Et moi, Fed, je pourrais commencer à resserrer les boulons. On ne le voit pas, on voit les salaires, c'est 2,5%. Encore qu'il me corrige à chaque fois, Patrick Artus, ma référence, il me dit 2,5%, c'est pas vrai, il me dit c'est 4 parce qu'il faut rajouter ce qu'on appelle les bénéfices, tout ce qui est assurance, prise en charge de l'assurance maladie. Il y a plusieurs indices, mais le plus connu, celui qui est publié une fois par mois, c'est le 2,4% dont on parlait. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure. Non, mais donc le pari de la Fed, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un pari, son analyse, c'est que compte tenu de la situation du travail, mécaniquement, les salaires vont se tendre. Ouais, mais on est à moins de 4% sur le chiffre officiel de chômage, on n'a pas de salaire. Eh bien, si les salaires n'augmentent pas, elle aura effectivement beaucoup de mal à justifier d'un strict point de vue inflation. Maintenant le sujet instabilité financière qui risque de causer cette politique monétaire reste entier, notamment aux États-Unis. Donc là aussi, rien que pour ça, elle doit agir. Bon, on manque de temps, mais vous reviendrez une prochaine fois, Éric Bourguignon. Je vous fais réagir sur ce chiffre, parce qu'il est là pour le coup, c'est sur les marchés en général. 46% des gérants qui sont interrogés par Bank of America Merrill Lynch jugent que les marchés actions, je pense que c'est les marchés actions américains, sont surévalués. 1 sur 2 estime que c'est surévalué. Niveau record, ça n'empêche pas le Dow Jones d'avoir pris 10% depuis le début de l'année, 4% en 3 mois. Ça vous inspire quoi, le lien avec tout l'argent des banques centrales? Il y a des bulles partout. Je crois que vous avez fait la réponse. Vous avez fait la réponse. Il y a un lien. Le problème, c'est qu'il y a un lien. Et les mecs qui continuent entre la quantité de monnaie. Acheter, je sais parfaitement. 1 sur 2 dit, je sais que c'est surévalué, mais je continue à en acheter. Enfin, en tout cas, je ne vends pas. Question de logique qui m'échappe. Écoutez, ils prennent des tendances. Ils prennent des tendances. Mais effectivement, je pense que la prudence s'impose sur les marchés, ce type de marché actuellement, parce qu'on sait très bien qu'un des moteurs, le marché action américain en l'occurrence, on sait très bien qu'une partie significative de sa progression, de sa hausse extraordinaire, est liée à une cause artificielle qui est la quantité de monnaie qui a été créée par la Banque centrale et qui se déverse par flou entier sur le marché action. Voilà, donc on sait qu'il y a un caractère artificiel. Mais la Fed continue, puisque la Fed avance à dose homéopathique dans la réduction de son action monétaire. Donc voilà, mais on en parle depuis un petit moment, on se quitte là-dessus, on prépare les ferments de la prochaine crise. Une fois qu'on dit ça, en même temps, on ne sait pas d'où elle viendra. C'est toujours facile, tant que les taux sont bas, tant que... C'est le propre des crises, on ne sait jamais quelle est la cause ultime. En même temps, les marchés sont agités, on finit là-dessus, les marchés sont agités en cette rentrée, vous l'avez vu, CAC 40, les marchés sont agités, marché action, au-dessus, enfin on est revenu à 5000 points, je veux dire, sur le CAC 40, vous n'êtes pas plus angoissé que ça, vous? On a perdu 7% par rapport au plus haut en quelques mois. C'était souhaitable. Quand on connaît un peu ce métier, il en faut un peu plus pour être ému, si vous voulez. Bon, très bien. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Éric Bourguignon, directeur général donc, de Swiss Life Asset Management, merci pour ces explications et à bientôt. Au revoir.